Alors, prenons une simple protéine. Juste genre une toute petite chaîne composée d'à peine 100 acides aminés. Ouais, un truc vraiment basique pour la biologie. Voilà, très basique. Eh ben, le nombre de combinaisons possibles pour structurer cette unique protéine, c'est de 10 puissance 130. C'est juste impossible à visualiser comme chiffre. Ah mais totalement. C'est un chiffre avec 130 zéros. Ça surpasse, mais de milliards de fois, le nombre total d'atomes dans l'ensemble de l'univers observable. C'est fou quand on y pense. Grave. Et pourtant, la nature arrive à trouver la bonne combinaison, celle qui fonctionne, qui maintient la vie, et tout ça sans s'égarer dans ce labyrinthe infini. Et c'est exactement le cœur de notre plongée d'aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Aujourd'hui, notre exploration se concentre sur comment la nature résout ce genre de problème impossible et comment la science moderne essaye de la rattraper. On se base sur un document fondateur qui s'appelle Emerging Syntheses in Science, édité par David Pines pour l'Institut de Santa Fe. Ouais, c'est un recueil absolument fascinant. Ça fait littéralement voler en éclats les frontières entre la physique quantique, l'évolution biologique, l'archéologie et même la psychologie humaine. Bon, décortiquons un peu tout ça. L'idée même de l'Institut de Santa Fe, c'est quoi au départ? Le point de départ, c'était vraiment un constat d'échec face à la compartimentation du savoir. En fait, la nature, elle se préoccupe pas des départements universitaires, tu vois. Ouais, elle n'a pas de bureau de chimie au premier étage et de sociologie au deuxième. Exactement. Elle trace aucune ligne de démarcation entre une réaction chimique et un comportement social. Pourtant, historiquement, la recherche a toujours opéré dans des silos totalement étanches. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, l'objectif de l'Institut, c'était de rassembler des chercheurs de tous les horizons pour étudier la complexité elle-même. Et par complexité, on entend les principes universels qui régissent ces systèmes intriqués. Il y a d'ailleurs une intervention hyper marquante dans nos sources sur ce sujet, celle du physicien Murray Gell-Mann. Ah oui, son fameux discours à Paris. Ouais, à l'École polytechnique de Paris. Face à des futurs grands décideurs, il introduit ce concept brillant de mathématiques défensives. J'adore ce terme. C'est tellement contre-intuitif pour un physicien. Bah oui, parce que son but, c'était pas de faire l'apologie des calculs complexes, mais de mettre en garde contre les études faussement quantitatives. Genre, imaginons un vaste projet d'infrastructure urbaine, le rapport officiel calcule les coûts des matériaux au centime près. Mais ils mettent une valeur de 0 à tout le reste. C'est ça, 0 pour la beauté du paysage, 0 pour l'histoire du lieu, ou pour la cohésion sociale du quartier. Et pas parce que ça n'a aucune valeur, hein. Non, juste parce que c'est mathématiquement trop inconfortable à intégrer dans leur équation. Exactement. Les chiffres donnent une fausse illusion de contrôle. Et l'argument de Gell-Mann, c'est qu'une approche purement quantitative, ça devient un aveuglement volontaire si on ampute la réalité de ses dimensions qualitatives. Les maths avancées, elles doivent pas servir à écraser la nuance. Elles doivent servir à se défendre intellectuellement contre ces modèles simplistes. Des modèles qui réduisent la complexité humaine juste pour la faire entrer de force dans des tableurs Excel, quoi. Voilà. Il pointait déjà du doigt le danger des supercalculateurs, tu sais, la tentation de calculer massivement au lieu de véritablement penser le système dans sa globalité. C'est vrai. Mais du coup, je me fais un peu l'avocat du diable. C'est comme si les universités traditionnelles, c'était des espèces de forteresses médiévales avec des douves où les départements se parlent jamais. Mais la spécialisation n'est-elle pas nécessaire pour éviter de rester en surface? Ah mais si, bien sûr. Et les sources le valident. L'hyperspécialisation, c'est indispensable pour forger les outils de base. Mais la thèse centrale ici, c'est que les plus grands mystères actuels, Genre comment la vie évolue ou comment la conscience émerge. exactement, ces mystères refusent de se plier à une seule discipline. Ils résident dans les intersections. Et pour naviguer là-dedans, il faut des modèles mathématiques qui décrivent des dynamiques, pas juste des objets isolés. Et puisqu'on parle de dynamique transversale, ça me fait penser au concept des vers de spin, ce truc théorisé par le physicien P.W. Anderson. Ah oui, c'est un exemple parfait de pont entre les disciplines. Ouais. À la base, on parle de métallurgie et de physique magnétique. Un ver de spin, en gros, c'est un alliage métallique où les atomes magnétiques sont placés de manière chaotique. Contrairement à un aimant classique où tout est bien rangé, c'est C'est ça? dans un aimant normal, tous les atomes s'alignent dans la même direction. Mais là, à cause du chaos, un atome subit des forces contradictoires de ses voisins. Il est tiraillé de tous les côtés. Voilà, il veut s'aligner vers le haut avec son voisin de droite, mais celui de gauche l'oblige à aller vers le bas. Et Anderson, ils appellent ça la frustration. Le système est dans une impasse, il ne peut pas satisfaire toutes les contraintes en même temps. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce principe de frustration physique, ça s'est révélé être une clé universelle. Ah ouais, Genre dans d'autres domaines. complètement.
Par exemple, en informatique, t'as le fameux problème du voyageur de commerce. L'algorithme doit trouver le chemin le plus court entre plein de villes. S'il optimise entre deux villes, paf, il rallonge le reste du trajet. Ah, donc l'algorithme est frustré mathématiquement comme l'atome de l'alliage. C'est exactement la même dynamique. Les équations des physiciens pour ces métaux chaotiques ont permis de modéliser le fonctionnement des ordinateurs et même des réseaux neuronaux dans notre cerveau. Attends, tu parles des modèles de Hopfield? Ouais, là où notre cerveau cherche à retrouver une mémoire spécifique malgré des tonnes de signaux neuronaux contradictoires. C'est dingue. Et cette mécanique d'optimisation sous contrainte, on la retrouve aussi en biologie évolutive? Ce qui nous ramène à notre petite protéine du début, avec ses 10 puissance 130 combinaisons étudiées par Manfred Eigen? L'espace des séquences, ouais. C'est ça. On appelle cet espace infini de combinaisons génétiques l'espace des séquences. Et du coup, ça soulève une vraie interrogation. Comment la nature trouve-t-elle le sommet optimal parmi 10 puissance 130 possibilités sans s'y perdre, vu qu'une recherche purement aléatoire prendrait une éternité? C'est parce que l'évolution, elle fait pas des sauts à l'aveuglette. Eigen a introduit un concept super important, la quasi-espèce. En fait, les mutations biologiques se dispersent pas au hasard. Elles gravitent très près d'une séquence maîtresse qui fonctionne déjà. Du coup, c'est un peu comme une carte topographie infinie couverte de brouillard. Voilà, une bonne analogie. La sélection naturelle, elle se téléporte pas. Si une mutation donne un petit avantage, l'organisme fait un pas vers le haut. Eigen a prouvé qu'il y a des crêtes interconnectées de valeurs sélectives. Et les expériences sur le virus à ARN Q-bêta, dont parlent les sources, elles montrent ça très bien, non? Tout à fait. Elle montre que la sélection force la population virale à grimper le long de ces crêtes jusqu'au sommet optimal. Le hasard pur est complètement esquivé. Mais alors, si cette règle d'optimisation guide les toutes petites molécules, comment ça se traduit quand on passe à des organismes complexes ou à nos comportements sociaux? Ah, là on touche à un point de friction majeur avec les sciences sociales traditionnelles. Ouais, l'anthropologue Irven Devoré, il va pas de main morte dans nos sources. Il attaque frontalement l'ancienne métaphore d'Émile Durkheim, la fameuse société organique. La théorie qui dit que la société est comme un grand corps vivant et que les humains sont ses cellules. Exactement, une vision super harmonieuse où chaque individu travaille naturellement pour le bien commun du système global. C'est poétique, c'est rassurant, mais biologiquement, C'est un non-sens absolu. totalement. Pourquoi ça marche pas selon Devoir? C'est une question de génétique. Les cellules de ton corps, elles coopèrent parfaitement parce que ce sont des clones. Elles ont toutes le même ADN. La survie d'une seule cellule s'en fiche tant que le corps entier survit pour transmettre ce code. Alors que dans une société humaine, À part les vrais jumeaux, personne n'est un clone, chaque individu a des gènes uniques, donc des intérêts évolutifs divergents. L'évolution agit au niveau de l'individu via ce qu'on appelle la sélection de parentèle. c'est là que ça devient vraiment intéressant. En rejetant cette métaphore romantique, on débouche sur la psychologie évolutive de John Tooby. Oui, Tooby dit que notre cerveau n'est pas du tout un ordinateur généraliste, une sorte de page blanche. Non, pour lui, c'est un ensemble d'organes mentaux hyper spécialisés. T'imagines un peu, la sélection naturelle a sculpté nos reins pour filtrer le sang, elle a fait pareil avec des circuits neuronaux pour résoudre des problèmes précis de survie. Et l'exemple de la peur illustre ça parfaitement. C'est pas juste une idée ou une culture, c'est un programme d'urgence préinstallé. Ah ouais, genre, imagine un chasseur-cueilleur nez à nez avec un lion. Exactement. À la vue du prédateur, cet organe mental spécifique prend le contrôle. La digestion s'arrête net, t'as plus faim, le sang part dans tes muscles, ton cœur explose. Et ton ouïe s'aiguise, ton attention se fixe uniquement sur la fuite. C'est une vraie configuration physiologique spécifique. Mais l'humain n'échappe-t-il pas à l'évolution grâce à sa culture? Sache que la sélection naturelle a façonné. En gros, on a été programmé pour résoudre les problèmes du Pléistocène? C'est ça. On utilise des smartphones aujourd'hui, d'accord, mais nos moteurs psychologiques de base, l'anxiété d'exclusion, la loyauté tribale, ce sont les mêmes qu'à l'époque des chasseurs-cueilleurs. On a changé les moyens, pas la finalité. Et cette perspective darwinienne, elle éclaire nos comportements les plus sombres. Richard Wrangham apporte une analyse glaçante sur l'origine de la guerre. Oui, en observant les animaux, le constat est rude. À part les humains, seules 2 espèces pratiquent des raids meurtriers organisés contre des groupes voisins. Les chimpanzés et les gorilles. Et vu que nos ancêtres communs avec eux remontent à 5 ou 10 millions d'années, Ça veut dire que la guerre, c'est pas une invention récente liée à l'agriculture ou à la propriété privée. Les racines sont préhistoriques. c'est hyper lourd comme constat. Oui, mais attention, la biologie ne dit pas que c'est un instinct aveugle ou une soif de sang incontrôlable. La théorie des jeux, comme la stratégie Faucon-Colombe, montre que ce sont des stratégies calculées. Genre, les animaux évaluent les coûts et les bénéfices avant d'attaquer. Exactement.
On appelle ça des stratégies évolutivement stables. Si l'adversaire est vulnérable et que le gain est crucial, l'agression se déclenche. C'est de l'algorithme pur. Et c'est fou qu'on puisse lire notre histoire comportementale comme ça. Mais si on veut remonter encore plus loin, bien avant les dinosaures, aux origines du système solaire, la biologie suffit plus. Là, il faut utiliser la chimie. C'est Anthony Turkevich qui nous en parle dans les sources, avec sa machine à remonter le temps chimique. Les fameux isotopes, c'est ça, hein, comme l'oxygène 16, 17 ou 18. Ce sont des atomes chimiquement identiques mais avec des poids différents. Ouais. Et sur Terre, à cause du cycle de l'eau, sur des milliards d'années, tout est mélangé. La signature de la Terre, c'est une ligne droite avec une pente isotopique de 0,5. C'est invariable. Sauf que là, l'anomalie surgit. Les chimistes analysent des météorites très anciennes, des chondrites carbonées, plus précisément les types C2 et C3. Et la pente n'est pas de 0,5, elle est de 1. Et la seule explication physique, c'est que la nébuleuse solaire primitive, le nuage qui a formé le Soleil, elle n'était pas homogène. C'est dingue. Des résidus d'étoiles mortes qui flottaient sans être mélangés, et ces météorites en sont les fossiles. Oui. Mais cette technique chimique, elle a aussi servi à résoudre le mystère de la disparition des dinosaures, non? Oui, la limite Crétacé-Tertiaire, il y a 65 millions d'années, on y a trouvé une couche géologique pleine d'iridium. Un métal hyper rare sur Terre. Du coup, ça prouvait qu'un énorme astéroïde s'était écrasé. En soulevant un nuage de poussière mondiale qui a bloqué le Soleil. Hmm. Et d'ailleurs, petite parenthèse de stricte neutralité de notre part en tant qu'analyste des sources, cette poussière d'iridium a inspiré des modèles climatiques sur les effets d'un conflit nucléaire. Le fameux hiver nucléaire. Exactement, on rapporte ça de manière totalement neutre pour notre audience, sans aucune prise de parti politique. C'est juste pour montrer comment l'analyse chimique d'une catastrophe cosmique d'il y a 65 millions d'années finit par nourrir des théories géopolitiques contemporaines. C'est la preuve ultime qu'il n'y a pas de silo, hein. On part d'un astéroïde et on arrive à la géopolitique. Tout est lié. Mais il nous reste un dernier domaine à explorer, peut-être le plus intime. Le cœur de notre propre pensée consciente. Le fameux courant de la conscience, exploré par Jérôme Singer. Ouais, pendant longtemps, avec l'influence de Freud, on pensait que le cœur de l'esprit, c'était l'inconscient. Nos pensées conscientes triviales, c'était vu comme secondaire. Alors que Singer s'appuie sur William James, qui voyait ce flux de pensée conscient comme fondamental. Et pour prouver ça, les sources citent les études cliniques de Luborsky sur des enregistrements de thérapie. Et c'est fascinant. Il a analysé ce qui se passe juste avant qu'un patient n'oublie soudainement une idée dérangeante. Le fameux trou de mémoire. Ouais. Juste avant, le discours est bourré d'hésitation, de bégaiement. Et après l'oubli, paf, tout s'apaise. Le refoulement, en fait, c'est un mécanisme pour réduire temporairement l'anxiété. Alors qu'est-ce que tout cela signifie ? C'est comme si notre conscience était un théâtre où nos pensées interagissent avec nos émotions en temps réel. C'est ça. Ça rejoint le modèle de l'incongruité de Tompkins. L'émotion est liée à la vitesse d'assimilation de la nouveauté. J'adore l'exemple du gorille d'Halloween dans le texte, pour illustrer ça. Tu es seul chez toi, ça sonne. Tu t'attends à voir un ami ou un livreur. Un truc normal, quoi. Ouais. Tu ouvres et bam, un énorme gorille. Incongruité massive. Le cerveau est en panique. C'est ça. Choc visuel, terreur immédiate. Mais là, le gorille se penche et dit avec une petite voix d'enfant « Des bonbons ou un sort ?» Et là, ton cerveau calcule. Il intègre la date d'Halloween. L'incongruité chute drastiquement et la terreur se transforme instantanément en un rire de soulagement. La peur et la joie, juste deux faces du même traitement de l'information. Exactement. C'est brillant. Franchement, quel voyage. Si on résume, on est parti de l'Institut de Santa Fe, on a vu des molécules naviguer parmi 10 puissance 130 possibilités, des chimpanzés guerriers, des météorites vieilles comme le Soleil, et finalement un gorille d'Halloween sur le pas de notre porte. Et ça m'amène à une dernière réflexion, un peu provocatrice, pour les personnes qui nous écoutent. Vas-y, je t'écoute. Si nos cerveaux sont structurés par l'évolution pour survivre au Pléistocène, et que nos atomes portent la signature des étoiles, que se passera-t-il demain quand cette même humanité utilisera la science de la complexité pour reprogrammer consciemment son propre espace des séquences génétiques ? Pouvons-nous transcender la biologie avec les outils que la biologie a elle-même créés ? Waouh! C'est l'énigme ultime. Merci pour cette analyse fascinante des sources d'aujourd'hui. Et à notre audience, on vous invite à continuer d'explorer et de questionner la complexité du monde qui vous entoure. Ne restez jamais dans vos silos.